On va démarrer sur l'histoire histoire incroyable qui est assez peu connue d'un astronome qui s'appelle Guillaume le Gentil du XVIIIe siècle. Guillaume le Gentil, son vrai nom c'est Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste le Gentil de la Galésière. Il est né en 1725 à Coutances et mort en 1792. Donc il a vécu et connu de rois Louis XV et Louis XVI. Notamment ça s'est passé pas loin du château de Versailles ici à l'époque. Une chaire à l'Académie royale des sciences, qui est créée en 1670 par Colbert et qui un peu plus tard est devenue l'Académie des sciences. Alors au départ, il est... préciser ce que c'est que l'Académie des sciences. Vas-y. L'Académie des sciences, en gros, c'est un groupe de gens qui est autorisé par le roi à faire de la science. Il a plusieurs objectifs. Il a à créer des papiers pour faire mûrir la science française, à faire des recherches. Et en fait, c'est une espèce de poste de prestige. Et c'est assez bien financé pour justement pouvoir progresser dans tout ce qui va être science. Donc, il n'y a pas que l'astronomie, il y a la biologie, la botanie, il y a à peu près toutes les sciences connues à l'époque. Tout à fait. Alors, notamment, il est passionné d'astronomie et découvre des objets qu'on va observer ce soir, qu'on va photographier ce soir. Vous allez pouvoir repartir sur votre smartphone avec des photographies de ce qu'on appelle les objets Messier, M32, M26. Donc, M fait référence à Charles Messier, qui est un astronome, donc chasseur de comètes, créateur du catalogue Messier. Donc toutes les nébuleuses, galaxies amaglobulaires que l'on voit qui sont brillantes sont en général des objets Messier. Il n'y en a pas énormément, il y en a à peu près 110, je crois. Voilà, les objets Messier que le Gentil a découvert, donc des objets Messier. Par exemple, M32, galaxie satellite de M31. M31 d'Andromède, la galaxie d'Andromède, ça vous dit quelque chose? Oui, quand même. Donc en ce moment, elle est pas très visible parce qu'elle est assez proche de l'horizon, mais voilà, M32, c'est une galaxie qui est satellite d'une autre galaxie que lui a découvert. Par exemple, M38, un amas ouvert, on va en observer et photographier ce soir, j'espère. Donc c'est un rassemblement d'étoiles assez proches les unes des autres, qui semblent assez proches, ce sont des dizaines d'années-lumière entre chaque étoile, d'accord, et notamment celui-ci, c'est M39 de la constellation du M38, pardon, du Cocher. Par exemple, il a découvert M8, qui est la nébuleuse de la Lagune dans le Sagittaire, qu'on verra absolument pas ce soir, parce que c'est une constellation qui s'observe l'été, en plein sud, magnifique constellation, avec notamment le centre galactique qui se trouve là, avec plein d'objets nébuleux. Alors, au début des problèmes pour le Gentil. En 1759, donc il y a un astronome russe, qui eut l'idée de concrétiser le projet de Edmund Halley. Ça vous dit quelque chose? La comète de Halley. La comète de Halley, ça vous dit quelque chose? Oui? Non? C'est une comète extrêmement brillante. Et Edmund Halley avait prévu son retour. Donc, en tout cas, l'idée de concrétiser le projet de Edmund Halley, qui consistait à calculer la façon la plus précise possible de calculer la distance exacte entre Terre et Soleil. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas cette distance. On connaissait les rapports de distance entre les différentes planètes grâce à Kepler, les lois de Kepler, les 3 lois de Kepler dont on va parler. Mais à part ça, on n'avait pas aucune idée de la distance. On pensait des dizaines de milliers de kilomètres, millions de kilomètres, on ne savait pas. Et donc, il eut l'idée de calculer cette distance grâce à ce qu'on appelle le transit de Vénus. Et c'est là l'objectif de notre présentation. Le transit de Vénus, c'est quoi? C'est lorsque Vénus passe devant le disque solaire. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc Edmund Halley pensait qu'en étudiant les transits de Vénus, on pourrait, en appliquant les méthodes de parallaxe et de trigonométrie, de déterminer avec grande précision la distance Terre-Soleil. Donc voilà, ça commence comme ici. Alors, bien sûr, pour observer le transit de Vénus et pouvoir faire une mesure, il faut être présent à différents endroits de la Terre, éloignés, très éloignés. Et donc un appel est lancé par la communauté scientifique à l'époque, déjà, vous voyez, il y avait déjà pas mal de choses qui se passaient, et ceux qui sont intéressés se font connaître, et il faut préciser qu'à l'époque, il n'y a aucune subvention allouée, c'est-à-dire que tout ça,
ils le font avec leur fonds propres, hein, d'accord, ces gens-là. Ils doivent assumer l'entière charge financière et la gloire sera leur seule récompense. Alors voilà ce que c'est que le transit de Vénus. Donc là, on parle un peu d'astronomie. C'est un événement rare, extrêmement rare. Regardez, les derniers événements ont eu lieu en 2004 et 2012, toujours rapprochés, et le prochain transit en 2117 et 2125. Sachant que la précédente, c'était au 19e. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare, mais de très intéressant. Et on voit ici, sur plusieurs heures, le passage de Vénus, qui est la deuxième étoile, deuxième planète du système solaire, passer devant le disque solaire. Voilà. Alors, ici, calcul de la distance Terre-Soleil par la méthode des parallaxes. On va expliquer très succinctement comment ça marche. Alors, à l'époque de Le Gentil, donc on est au XVIIIe siècle, Kepler avait énoncé 3 lois, qu'on appelle les lois de Kepler. Donc, alors, il y avait un observateur qui était Tycho Brahe, qui est un Danois, qui faisait des observations extrêmement précises que Kepler a exploitées pour pouvoir en déduire ces 3 lois. Alors, très simplement, Tycho Brahe, voilà. Donc, très simplement, la loi numéro 1, c'est les planètes tournent autour du Soleil, non pas sur des cercles, mais en ellipse, très simplement, dit. Loi numéro 2, la vitesse change au cours de l'orbite. C'est-à-dire que plus la planète s'approche du Soleil, plus elle va vite, plus elle s'éloigne, plus elle va lentement. Et plus une planète est loin du Soleil, c'est ce que dit, plus elle met de temps à faire un tour. Par exemple, bon, si on prend Mercure fait son tour en 80 jours, nous en 365, mais la dernière, c'est plusieurs centaines d'années. Ces 3 lois ci-dessus, très simplifiées, évidemment, qu'on présente ici, ne permettaient en aucune manière de calculer les distances dans le système solaire, hein, mais seulement les rapports de distance. Les rapports. Mais on ne savait pas combien de millions de kilomètres ou dizaines de milliers de kilomètres il y avait. Donc on savait que, à l'époque, Vénus était à 0,72 fois la distance Terre-Soleil, que Mars à 1 fois 52 et ainsi de suite. Mais on ne savait pas si c'était 1 million, 10 millions, 100 millions, on ne savait pas. D'accord? Et c'est ce qu'on cherchait, parce qu'il y a énormément d'utilité à savoir ça. Donc c'est ici que le transit de Vénus intervient, permet de calculer la distance entre la Terre et Vénus, en utilisant une simple règle de trigonométrie, en utilisant une tangente, tout simplement, hein, car on peut connaître. Alors qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on peut connaître, hein? On connaît la distance entre 2 observateurs du même phénomène. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est en France et l'autre qui est en Afrique du Sud, on connaissait la distance. Hein? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on connaît la différence d'angle d'observation. C'est-à-dire que si vous vous décalez, vous avez un endroit, vous mettez un élément proche de vous et un élément plus loin que vous. Si je me décale, je vais voir un décalage s'effectuer. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Un calcul de parallaxe, c'est assez simple. C'est vous avez 2 objets alignés, par exemple, comme ça, les 2 doigts. Celui qui est devant, il va les voir alignés. Celui qui est de côté, il va voir 2 points. Mais en fait, quand ils sont en mouvement, si j'avance comme ça, vous voyez mes 2 doigts, là j'avance, mon doigt derrière, il ne va pas bouger à la même vitesse que le doigt de devant. Là, vous voyez, c'est encore plus flagrant quand ils sont par exemple alignés comme ça, avec vous. Là, si je bouge pas, vous voyez, le doigt à l'arrière, en fait, il va bouger plus que le doigt à l'avant. C'est ce qu'on appelle le parallaxe. Et en fait, en mettant 2 personnes différemment placées sur la Terre, on peut trouver des angles qui vont être différents et grâce à un système de trigonométrie, déduire les distances. Puisqu'on a les angles et une distance, qui est la distance sur la Terre entre 2 personnes. C'est bon? Voilà, donc c'est un peu plus clair peut-être. Donc, est-ce que vous voyez le schéma à droite, hein, quelqu'un qui se trouve plus au nord, plus au sud, ben, il va voir forcément la planète à des endroits différents sur le disque solaire. Est-ce qu'on est d'accord, hein? Donc, si je connais ça, et si je connais la parallaxe et la distance, donc je sais en calculer la distance. Voilà, si on arrive à calculer la distance Terre-Vénus, ben, la distance Terre-Soleil en est déduite, car on sait que le rapport est de 0,72. Donc, ici,
Les 4 étapes fondamentales pour calculer la distance Terre-Soleil avec ce qu'on avait à l'époque, c'est observer le transit depuis plusieurs pays. Donc, il fallait plusieurs observateurs envoyés partout sur la Terre à l'époque, hein, vous voyez. Donc, comparer les durées, c'est-à-dire comparer les durées de transit de Vénus sur le disque solaire, ce qui nous donnait finalement la parallaxe, d'accord. Selon l'endroit que l'on se trouve sur Terre, le transit dure, puisque soit il est vers l'arc, soit il est au centre, ça va durer différemment en temps. En déduire la distance Terre-Vénus, la distance, donc la différence de durée permet de calculer l'angle de parallaxe. Avec cet angle et la distance entre les deux lieux d'observation, on calcule la distance Terre-Vénus. Et en fait, mathématiquement, c'est très simple. Distance Terre-Vénus en kilomètres est égale à distance entre les deux observateurs en kilomètres divisé par la tangente de l'angle. Et ça donne directement. Et quand on connaît la distance Terre-Vénus, on connaît la distance Terre-Soleil, puisqu'on connaît le rapport. Et donc voilà. Par contre, il fallait calculer la distance Terre-Vénus. Et donc, qu'est-ce que le roi de France décide de faire, l'Académie des sciences? C'est, en accord avec les autres pays, d'envoyer des observateurs un peu partout dans le monde. D'accord? Pour calculer cette distance, il fallut plusieurs observateurs. Alors, savoir qu'il y a eu deux transits en 1761 et 1769. D'accord? Donc, le premier, celui qui nous intéresse, 1761, le premier, en fait, les deux vont nous intéresser, et qu'ils étaient alors en Sibérie. Donc, il y avait un observateur, Chappe d'Auteroche. Pondichéry, c'est lui qui nous intéresse pour notre histoire, Guillaume le Gentil, c'est le héros de la soirée. Le Cap en Afrique du Sud, donc qui était Nicolas-Louis de Lacaille. Sainte-Hélène, donc, ici, observation importante. Et Pékin en Chine. Voilà les observateurs qui étaient envoyés, vous voyez, quand même à l'époque. Hein. Oui. Comment ils connaissaient la date du transit? Parce qu'il y avait des calculs qui avaient été faits, notamment par les règles de Kepler. Hein, notamment. Mais c'était moins précis que ce qu'on fait maintenant. Hein. En 1769, ça c'est 1761, en 69, il y aura eu beaucoup plus d'observateurs qui vont être envoyés partout sur Terre. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut se dire, finalement, hein, pourquoi c'est important? Ça permettait d'en déduire la distance de toutes les planètes du système solaire, premièrement connues, d'estimer la distance des étoiles proches par parallaxe, c'est-à-dire que c'est le même système, ok, exactement le même système. Si on connaît la distance entre la Terre et le Soleil, si on sait que par exemple, à un moment T, la Terre est à un endroit et 6 mois après elle est à l'opposé, combien de distance? 300 millions de kilomètres. On connaît, si on observe une étoile, on va voir l'étoile légèrement se décaler par rapport au fond étoilé beaucoup plus loin. On va avoir une parallaxe. Et même système, on va pouvoir calculer la distance des étoiles. Donc par contre, il fallait avoir une unité de mesure qui était la distance Terre-Soleil. Et donc de comprendre la réelle taille du cosmos. Au-delà de ça, surtout à l'époque, déterminer la longitude beaucoup plus précise en mer, améliorer les éphémérides, prévision, hein, prédire les positions planétaires avec précision, et d'avoir des cartes beaucoup plus fiables, donc des routes plus sûres, hein, voilà, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça procédait d'une recherche forte. Alors, voilà, ça va commencer. Les endroits du monde dont on va parler. Donc là, c'est la carte du monde telle qu'on la connaît à l'époque. Ici, s'il te plaît. Au XVIIIe siècle, on va parler de Brest. Donc, c'est Brest, hein, pas de problème. Alors, l'île de France, qui était l'île de Maurice à l'époque. Enfin, non, à l'époque, c'était l'île de France. Aujourd'hui, c'est l'île Maurice. La Réunion était connue sous l'île Bourbon à l'époque. Pondichéry en Inde. Manille dans les Philippines et Paris. Donc voilà les différents endroits qui vont nous intéresser lors de cette histoire. Alors le départ, c'est là que ça commence. Guillaume le Gentil donc décide de partir observer Vénus en Inde. Voilà. Dans le comptoir français de Pondichéry, évidemment, à l'époque, c'est un voyage très très long puisque le canal de Suez n'existe pas. Donc il faut descendre tout en bas. Vous voyez là, on a marqué à droite là en rouge son trajet. Vous voyez? Donc, le canal, à l'époque, n'existe pas. Il faut donc descendre
le long des côtes de l'Afrique pour passer le cap de Bonne-Espérance, remonter ensuite tout l'océan Indien pour y parvenir. C'est énorme, d'accord? Donc la date du premier transit, parce qu'il y en a 2 qui se suivent, n'oubliez pas, à 8 ans d'intervalle, d'accord? La date du premier transit est le 6 juin 1761. Il quitte Brest à bord d'une frégate de commerce le 24 mars 1760. Donc, normalement, il devrait y arriver. Mi-juillet, il accoste sur l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice. Vous voyez, il a fallu quelques mois pour y arriver. C'était dangereux à l'époque. Pardon? C'était dangereux, les traversées. Ah oui, oui, évidemment, les routes n'étaient pas sûres. C'était dangereux, on pouvait avoir des retards de plusieurs mois entre un trajet et un autre. Voilà. Pardon? Par terre, oui, peut-être, mais on traverse des pays, en fait. Des pays différents qui n'acceptent pas forcément les Français. On doit transporter des lunettes, on doit transporter du matériel, de la nourriture. C'est c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que la route des Indes, la route des épices, passait toujours par le sud, Cap. par le Cap. Voilà. Donc, vous voyez, alors, mi-juillet, il accoste donc à l'île Maurice. Vous voyez? Okay. À cause d'un conflit d'argent avec le capitaine du navire, l'équipage refuse d'appareiller pour rejoindre Pondichéry. Donc, déjà, il est coincé. Il est bloqué sur l'île de France, donc l'île Maurice, jusqu'en mars 1761, quand même, date à laquelle il peut embarquer sur le Sylphide, qui est une frégate rapide pour Pondichéry. D'accord? Après avoir essuyé plusieurs tempêtes, vers la fin du mois de mai 1761, on s'approche du terme, le navire approche la côte de Pondichéry. Et quand l'équipage est prévenu que, suite au conflit armé qui vient d'éclater entre la France et l'Angleterre pour la dispute de ce territoire, eh bien, on lui déconseille fortement de débarquer. Le capitaine prend la décision de repartir. C'est la fameuse guerre de 7 ans entre l'Angleterre et la France. Donc la guerre de 7 ans qui a débuté, beaucoup trop dangereux d'arriver au port. Donc comme le capitaine d'un vaisseau, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. S'il décide de pas accoster au port, demi-tour. Voilà. Donc il prend la décision de faire demi-tour pour rejoindre son point de départ. Alors, mais quand même, il est en mer. Donc, a priori, il peut observer. Sur le chemin du retour vers l'île Maurice, donc il redescend dans le sud, le gentil comprend qu'il ne sera jamais à terre, c'est-à-dire à l'île Maurice, le 6 juin, pour observer. Même si c'est pas là où il voulait aller, elle est quand même visible à l'île Maurice. Et sur le bateau, il tente quand même de faire le travail pour lequel il est parti depuis déjà 15 mois. Mais le bateau vogue et ballotte, évidemment. Et impossible d'avoir et d'observer, en tout cas, avoir un référentiel fixe pour pouvoir observer. Il est très déçu. Et donc, il voulait observer ce premier transit en 1761. Eh bien, qu'est-ce qu'il décide de faire, d'après vous? Vas-y, je vais leur annoncer. Il décide de rester, de persister et de dire, eh bien, je reste 8 ans. Voilà, c'est ça. Il va rester 8 ans. Voilà. Il va se dire, c'est beaucoup trop compliqué de rentrer en France, d'attendre quelques années et de réentreprendre un voyage périlleux. Voilà. Il se dit, 8 ans, c'est pas si mal. Et puis bon, voilà. C'est quand même une découverte qui est très importante pour les sciences. Bien sûr. Et il aimerait bien que son nom soit marqué sur les livres d'histoire. Exactement. Alors donc, quatrième chapitre, il y en a plusieurs, c'est pas fini. Bon, 8 ans. En 8 ans, vas-y. 8 ans, bon, il va en profiter parce qu'il va pas se tourner les pouces. Il va aller à Madagascar. Donc Madagascar, juste à côté de l'île Maurice. Et il va commencer à étudier, cartographier, faire son boulot de scientifique pour pouvoir écrire des papiers et puis rendre tout ça à l'Académie des sciences. Donc bien sûr, à l'époque c'était compliqué, maladie, blessure, vol. Les Espagnols le prennent pour un espion. Alors parce en fait il se rend à Manille entre deux. C'est-à-dire que pour s'approcher,
Oui, pas- il veut s'approcher de Pondicherry. Parce qu'il est parce que- il est à Madagascar. Là, il dit, bon, je vais quand même m'approcher du point d'observation que j'avais prévu initialement, dans 8 ans. Ben, je repars pour le nord, Ouais. à Manille. Enfin, il choisit Manille qui est pas si loin que ça Oui, il veut se rapprocher, en fait. Il veut se Il veut rapprocher, se c'est quand même des milliers de rapprocher. kilomètres, hein, mais bon, Il veut pouvoir arriver au moins un mois avant, voilà. pour une fois. Et en fait, bah, les Espagnols le prennent pour un espion. Le petit Français qui est venu là il y a quelques mois, puis il se balade. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les étoiles. Ah bah oui, bien sûr. C'est la guerre entre la France et l'Angleterre. Et toi, tu viens ici comme une fleur. Ok, bon, bah... Résultat, bah, il est retourné à son point de départ. Allez, dégagez. Il peut rien repart. faire. Hop. Donc, Manille, il repart sur l'île de France. D'ailleurs, il repart, il redescend sur L'île Maurice. l'île Maurice. Pas l'île de France qu'on connaît, sinon ça ferait loin. Voilà, le temps de se refaire une santé, le gentil se repose donc à l'île Maurice et cherche un transport qui le Voilà. conduirait Il cherche à directement affréter un autre bateau quand même à Pondichéry. pour C'est aller la- à Pondichéry. Voilà. Donc Parce la guerre que- de 7 ans se termine. Donc il va pouvoir accoster correctement au port Voilà. pour pouvoir observer ses étoiles. Exactement. Donc, Il arrive enfin à Pondicherry pour la deuxième fois, mais il peut accoster. Avril 1768. donc 1 an avant l'observation, avant le deuxième transit. Donc là, c'est bon, il a un an d'avance. Il peut se dire, je vais commencer, je vais pouvoir m'installer correctement, faire un bel observatoire et on va faire des beaux calculs. Donc il fait construire un observatoire et chaque jour, le protocole est affiné pour qu'il puisse regarder correctement le jour J, son transit et avoir des calculs corrects. Regardez, bon, maintenant on Les jours s'approche qui du moment. précèdent le transit du 3 juin. 3 juin Temps 1769. magnifique. Ah, le gentil, il est aux anges. Il fait beau. Ah bah oui, il fait beau. Oui, c'est Les jours qui super. précèdent, il fait beau. 3 juin, le transit de Vénus. Dès qu'il commence, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir une petite brume. Et là, bam, une brume géante. Tout le port est envahi, l'observatoire dans les nuages. Donc, le pauvre, Visibilité nulle. Il voilà. peut rien voir. Voilà, pourtant le transit, ça dure 6 heures. Pendant 6 heures, tout est bouché. Voilà. Pas Donc, une seule mesure pendant 6 heures possible. voilà. Et donc, il peut rien faire. Hein, donc, Voilà. Jusqu'à la nuit tombée. déception énorme. Vue bouchée. Vous vous rendez compte? Rien à faire. C'est quand même terrible. Donc on récapitule, il est parti il y a plus de 9 ans, Oui, il a galéré pour faire ses observations et là, déception énorme, c'est bien le mot, hein. Moi j'aurais dit des mots moins jolis, mais il y a des enfants. Bah, un petit peu dégoûté, il dit, il n'y a plus qu'à rentrer, hein. Plus que ça à faire de toute voilà. façon. Donc, début août, Août 69, il embarque sur une frégate française, forcément, en direction du port de Brest. Bon, il retourne en France, hein, pour y retrouver. pour retrouver l'épouse, hein, donc qu'il a quittée depuis 9 ans. Hein. Elle l'attendait. Voilà. Bah oui, bah à l'époque, ouais, femme de scientifique, il avait un siège en plus à l'Académie des sciences, c'est très prestigieux, c'est comme un noble, donc forcément, elle attend son mari, et puis comme ça, elle est tranquille pendant 9 ans. De toute façon, il envoyait des lettres, hein, Oui, il a envoyé des lettres. il envoyait des lettres régulièrement pour dire tout va presque bien. Voilà. Terrible tempête. Le navire s'échoue sur les côtes de l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion. Ah, plus de navire. Voilà, il est bloqué des mois. Oui, bloqué des Durant. mois. Et il arrive à trouver un galion espagnol Un gagnant espagnol pour la France. pour la France en plus. Et, D'accord. bon, il va monter dedans. Hein. Ben oui, Allez, et hein. donc, Et il arrive enfin à Paris, en sous une pluie 1771. battante, en 1771. Il est parti au total 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il est parti. Est-ce que c'est le début de son... Est-ce que c'est la fin de ses ennuis? Bah non. Ah bah non. C'est que le Non, début. c'est que le début. C'est que le début. Ah, il arrive chez lui, il fait bonjour, bonjour monsieur, où est ma femme? Il découvre que tous ses courriers Il a envoyé, qu'il a envoyés à sa femme, ses amis et à l'académie ne sont jamais arrivés à destination. Voilà.
Avec les Les guerres. autorités, n'ayant plus de nouvelles de lui, l'ont déclaré mort. Voilà. Pas de nouvelles pendant plusieurs années, pendant la guerre, les bateaux disparus, donc il y avait de fortes chances qu'il soit mort. Donc déclaré mort, les autorités ont autorisé sa femme Attention. à se remarier. Et oui, Et son poste à l'Académie des sciences a été Attribué. attribué à une autre personne. vous vous rendez compte? Est-ce que c'est le début de ses ennuis? Mais ça va, ça commence à finir. quand Ça même, commence. Parce qu'il ne peut plus y aller beaucoup plus. Oh, plus mais loin. il va y avoir encore plein de choses. Considérant qu'il serait vain pour l'instant d'essayer de récupérer sa femme, forcément, enfin, je veux dire, plus de femme, plus de métier, Oui, plus de maison, parce que sa maison étant attribuée à ses héritiers, il est à la rue. Il cherche à concentrer donc ses efforts pour pouvoir au moins récupérer son argent. Parce que son argent aussi, il l'avait plus. Donc, bah, comme on fait dans ces cas-là, un procès contre ses héritiers. Tu veux continuer? oui, ben, il engage un procès contre ses héritiers. Et donc, qui, selon les dires de son fondé de pouvoir, ne sera traité que très rapidement, Ouais. tant la victoire paraît acquise de droit. Mais il perdit tout. En fait, il perd ses procès. Et donc, il semble ruiné. Bon, il a perdu ses procès. Mais heureusement, le gentil avait été prévoyant. Et avant de partir, il avait mis dans une caissette de l'or. D'accord? Rempli de pièces d'or. Et donc, il chargea son fondé de pouvoir d'aller les sortir et donc de récupérer cet argent. Or, sur le chemin du retour, son secrétaire fut victime d'une attaque de bandits qui lui subtilisèrent le précieux chargement. Le gentil était complètement ruiné. Non, mais vous vous rendez compte? Il prévoit de mettre de l'argent de côté au cas où. Au cas où. Et voilà qu'il se retrouve sans rien. Il tente un nouveau procès, qu'il perd de nouveau. Alors là, heureusement, il y a un roi qui est bon, à l'époque, Louis XV. Pour qu'il ne sombre pas dans la folie, il fallut l'intervention du roi Louis XV en personne, qui ordonna qu'on lui restitue au moins un poste à l'Académie et qu'on le loge gracieusement dans un appartement d'observatoire royal. Quand même, sympa le roi. L'honneur était sauf, seul réconfort, car il dut faire une croix sur son épouse, sa fortune, terminée. Il épousa une autre femme qui lui donna un enfant, et ils vécurent ainsi, pauvres mais heureux, jusqu'en 1792, date de la mort de Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste le Gentil, dit le malchanceux. Alors, voilà l'histoire. Bah, il a produit des papiers. Mais alors, je vous conseille, parce que j'ai échangé avec monsieur Bernard Foy qui m'a appelé il y a une semaine, là, qui a écrit donc une biographie donc de monsieur le Gentil. C'est assez, enfin, qui raconte en détail tout ce qui s'est passé. Vous trouvez également d'autres ouvrages qui expliquent ses malheurs, parce que c'est incroyable. Bon, sans quoi, plus techniquement, je vous donne ici quelques adresses pour l'explication plus en détail pour ceux qui veulent reprendre ça de la parallaxe, l'historique de la découverte de la distance Terre-Soleil, et ainsi de suite. Donc voilà, c'en est fini pour la partie. Oui, l'équipe de. On peut quand même dire que son papier scientifique le plus connu, Ouais. c'est le récit de ses aventures. Oui. Aujourd'hui, dans le domaine de l'astronomie, c'est quelqu'un qui est très connu. Hein, vu son histoire. Enfin, c'est quand même, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même extraordinaire. Donc, Mathieu Baudry, Pierre Facon, Eric, qui est là. Guy, là-bas, il est un homme très important, il est au fond, il est en bleu. C'est lui qui met à jour notre site internet, www.louvscience.com, sur lequel vous avez absolument toutes les informations. Cette vidéo, ce soir, vous pouvez la retrouver d'ici quelques jours ou semaines sur le site. Vous avez les PowerPoint qui seront sur le site dès demain, je pense. Voilà, on a un site, on est sur Instagram, on a beaucoup d'éléments YouTube. Tout ce qu'on fait, c'est transféré sur YouTube. Et donc, voilà mon numéro. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à observer? Donc, c'est la nuit de l'équinoxe. Vous savez ce que c'est que l'équinoxe?
C'est quoi l'équinoxe? Oui, c'était hier à 15 heures. Voilà, madame, elle a raison. C'était hier à 15 heures l'équinoxe. Alors, quoi l'équinoxe? équi égale, hein, nox, la nuit. Nuit égale. C'est-à-dire que partout sur Terre, C'est nuit quoi? et jour sont à peu près égales. C'est quoi l'équinoxe? Donc voilà. Demande aux enfants, c'est quoi Oui, l'équinoxe? c'est quoi l'équinoxe, les enfants? C'est la journée et la nuit la plus. Il y a 12 heures la journée et 12 heures la nuit. Il y a 12 heures la journée. Il y a donc un équilibre entre jour et nuit. C'est pas mal, hein? Il y a aussi Bravo. une question de distance. Voilà. Il y a aussi une question de distance. Alors, pardon? Une question de distance. Voilà, c'est, en fait, Une droite Kepler, elliptique, distance. voilà. Si, vous voyez la Terre? La Terre, il y a l'équateur. Si vous prolongez l'équateur vers le ciel, vous avez l'équateur céleste. C'est une grande ligne. D'accord? Le jour de l'équinoxe, c'est lorsque le soleil traverse cet équateur céleste. Passe du nord au sud ou du sud au nord. D'accord? C'est penché. Pourquoi c'est penché? Parce que la Terre, ton axe est penché. Sans quoi, s'il n'était pas penché, ben le soleil tournerait comme ça. Il n'y aurait jamais de saison. D'accord? Donc, ce soir, ce qu'on peut observer, Jupiter, en termes de planètes, c'est la planète visible, uniquement visible ce soir. D'accord? Il y a d'autres planètes qui sont beaucoup plus ténues qu'on n'arrivera pas à voir. Et d'autre part, on a plusieurs galaxies et nébuleuses qu'on va pouvoir observer, soit avec le matériel, donc avec, je dirais, avec l'œil, hein, donc matériel optique. La planète Mais on a visible à l'œil. deux systèmes automatiques. Donc, ces systèmes automatiques, alors Mathieu, il a ramené le sien qui est là-bas, et il y a celui de Louvcience qui est ici, et donc on va pouvoir lui demander, alors on va poser le système par terre, on va demander qu'on veut observer telle chose, et le système va automatiquement se pointer et enregistrer les images qui vont être de plus en plus claires. Donc on va choisir quelques nébuleuses et galaxies. On va essayer, s'il y en a certains qui sont intéressés, également de se connecter au télescope, hein, c'est-à-dire que moi je gère le télescope et d'autres personnes peuvent se connecter pour recevoir en direct également et donc enregistrer sur leur smartphone l'image des galaxies nébuleuses qu'on va pouvoir observer.